Bonjour à tous. Nous allons voir cette semaine les différentes sortes de nourriture, si vous voulez, qu'on peut donner aux plantes, ou les différentes sortes de fertilisants qu'on peut utiliser. Il faut vous rappeler d'abord que dans les fertilisants, on en a de trois grands groupes. Une plante a besoin de trois éléments essentiels. Elle a besoin d'abord d'azote, elle a besoin de phosphore et elle a besoin de potassium ou de potasse. Ce sont les trois éléments qu'une plante doit avoir pour être capable de se tenir en vie. Alors, comment on va les trouver, ces trois formes de fertilisants-là? Bien, vous avez sur le marché une foule de produits qui sont mis à votre disposition pour être capable de nourrir vos plantes. Disons que ce n'est pas ici l'endroit de faire de la propagande pour une sorte ou pour l'autre de ces fertilisants. Je vous en montrerai quelques-uns au cours de l'émission sans arrière-pensée de faire de la propagande pour un ou pour l'autre. Rappelons-nous d'abord que dans une formule d'engrais chimique, on a toujours trois chiffres. Alors, si on prend un exemple ici sur le carton, on a de la 8,16,16 ou de l'engrais 8,16,16. Qu'est-ce que ces trois chiffres-là viennent faire? Bien, à partir des trois éléments qu'on a vus tantôt, il faut se rappeler qu'il y a d'abord de l'azote. Ça, c'est le premier chiffre. Le N, c'est le symbole chimique. Après l'azote, on a le phosphore et le potassium. L'azote, son grand rôle, c'est de faire du feuillage, surtout, feuillage et tige. Alors, si vous mettez un engrais très riche en azote, vous allez tout simplement avoir un feuillage ou une tige qui sera plus développée. Si maintenant vous avez un engrais qui est riche en phosphore, à ce moment-là, vous aurez beaucoup de racines. Si vous avez un engrais qui est riche en potassium, eh bien, vous aurez un engrais qui favorisera surtout la formation des fruits et des fleurs. Alors, partant de ce fait qu'un engrais complet doit contenir et de l'azote, et du phosphore, et du potassium, les trois éléments essentiels de base qu'on voyait au point de départ, bien, il faut choisir maintenant quel engrais on va prendre. Alors, j'en ai emmené quelques-uns ici qu'on retrouve assez couramment sur le marché. Vous avez ici, par exemple, le Rapide Gros. Le Rapide Gros qui, lui, est un engrais qu'on met dans l'eau, qui est soluble dans l'eau immédiatement, alors qui a une formule équivalente à 23, 19, 17. Alors, on va s'en dire que cet engrais est très riche. Vous avez une autre forme ici, les os moulus. On prend tout simplement les os dans les abattoirs et on les moud, on les cuit, pour avoir un engrais qui est de 2, 11, 10. Alors, nécessairement 2, 11, 10, le 11, c'est très riche en phosphore, donc très riche en éléments fertilisants qui vont faire développer le système radiculaire. Vous en avez une autre sorte ici, le Vigoro. Le Vigoro qui, lui, est d'une formule équivalente à 19, 28, 14. Alors, c'est un engrais qu'on peut juger complet. Vous en avez une autre sorte ici qui est sous forme de poudre toujours, qu'on achète dans un petit sac, poudre bleue, qui est un équivalent de 20, 20, 20. Vous en avez un autre ici, très riche en phosphore encore, de la 10, 52, 17. Vous avez une autre sorte d'engrais ici, de l'Hyponex qu'on appelle, qui elle est de la 6, 7, 19. Alors, tous ces engrais peuvent être utilisés. J'ai un de mes bons amis, par exemple, qui va utiliser un engrais comme le Chicoro. Bien, le Chicoro, même si on lui attribue beaucoup de vertus, en principe, bien, ce n'est que de l'engrais qui dose du 3, 3, 3. Mais qu'est-ce que ces chiffres-là viennent faire au juste dans l'engrais? Ça vous indique le pourcentage, autrement dit, combien, par exemple, dans du Rapide Gros comme ici, qui est de 23, 19, 17, combien on retrouve de livres de chacun d'éléments par 100 livres de produits. Alors, dans du Vigoro, du 23, 19, 17, bien, il y a 23 livres par 100 livres de poudre, qui est de l'azote, 19 livres qui est du phosphore et 17 livres du potassium. Maintenant, comment on va appliquer ça, ces produits-là? Disons que, en gros, le marchand vous donne toujours, à l'arrière de la boîte en question,
une indication où on vous dit, bon, ben, mettez-en, par exemple, 2 cuillerées à table dans un gallon d'eau, ou l'équivalent, où on trouve toujours ici, à l'arrière de tous les empaquetages, la recette, si vous voulez. Alors, il faut s'en tenir à cette recette-là. Qu'est-ce qui arrive si on en met trop? Bien, théoriquement, si on en met trop, la plante va faire comme l'humain, va prendre que ce qu'il lui faut. Mais étant donné que l'azote est quand même un produit qui est assez fort, dans des engrais qui sont très, très riches en azote, il faut essayer de ne pas en mettre plus que le besoin. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui va déterminer nos besoins? On ne sait pas ça, nous autres. On ne les connaît pas, nos besoins. Bien, il est sûr qu'il y aurait un moyen très simple, c'est de faire une analyse de sol, où on vous dirait, bien, monsieur ou madame, vous avez besoin de tant de livres d'azote, tant de livres de phosphore, tant de livres de potassium. Mais ce n'est pas tellement pratique, j'en conviens. Alors, on peut se fier à notre œil. Une plante, disons, qui n'a pas reçu d'engrais depuis 5 ans, bien, c'est l'évidence même, il faut lui en mettre. Alors, on choisit une formule, peu importe la sorte, et on la met selon les directives du fabricant. Il est sûr que plus les chiffres sont bas, si on prend par exemple de l'Hyponex, du 7619, bien, on va en mettre beaucoup plus, en quantité, beaucoup plus souvent que si on prend du Rapide Gros, du 23-19-17. Ou comme mon bon ami avec son Chicoro, du 3-3-3, bien, il est évident qu'il faut, pour égaler le Rapide Gros, bien, qu'il en mette 9 fois plus. Maintenant, comment on met ça? Bien, la plupart de ces poudres que vous avez ici se diluent dans l'eau. Alors, ce n'est pas un problème. Vous pouvez maintenant en avoir d'autres qu'on applique sur le sol. Vous allez me dire, ah, mais à ce temps-ci, on n'en a plus d'engrais, puis c'est encore long d'aller s'en chercher ou de s'en faire venir. Une solution très simple. Tous les cultivateurs, ou la plupart, ont de l'engrais. Alors, l'engrais qu'on met dans un champ, que ce soit de la 0,20-20 ou de la 10-10-10, bien, c'est sous forme granulaire la même chose. C'est plus gros nécessairement que l'Hyponex ici, ou que la 10-52-17, mais il reste que c'est de l'engrais exactement la même chose que les eaux moulues ou le Rapide Gros. Ici, on a, par exemple, de l'azote, du phosphore et du potassium qui sont purs, bien, purs à 44 %. Alors, on s'en sert dans nos expériences à l'école pour faire des contrôles de fertilisation. Mais disons que ça, ici, c'est moins pratique pour vous parce qu'on est obligé de faire nos mélanges nous-mêmes. Mais l'engrais, comme la plupart du temps, c'est les femmes qui s'occupent des bouquets dans les maisons, bien, l'engrais, madame, que votre mari a pour étendre dans ses prairies ou dans ses pâturages, bien, vous pouvez vous en servir, même à ce temps-ci. Il est sûr que là, vous n'aurez pas en arrière du sac une recette précise. Bien, votre bon jugement vous dit que si vous en mettez un pouce d'épais sur un pot, bien, nécessairement, vous en avez mis trop. Alors, il vaut mieux en mettre moins souvent pour ne pas risquer que nos plantes prennent du dommage et d'en mettre, disons, une quantité moindre, mais d'y revenir. Maintenant, quand est-ce qu'on va appliquer ça? Bien, la plante, elle peut manifester à un moment donné des carences ou un manque de nourriture. Votre plante semble à un moment donné avoir un feuillage mou. Vous avez beau la mettre à la lumière, puis elle ne pousse pas. Bien, ça peut être un signe. Si vous lui donnez beaucoup d'eau, beaucoup de lumière, qu'elle est dans un endroit à l'abri des courants d'air, bien, ça peut être un signe évident qu'elle manque de vitamines, comme on pourrait dire, ou d'éléments nutritifs. Alors, libre à vous, à ce moment-là, de lui en mettre. Maintenant, pour ce qui est du courrier, j'ai un monsieur ou une dame, là, je ne sais pas, la personne n'est pas identifiée, de Girardville, case postale 52, qui me soumet un problème. Il dit, la personne, j'ai un 4 saisons. L'été dernier, il n'a pas fleuri, je l'avais coupé au mois de novembre et envoyé dans la cave pour qu'il ne voie pas le soleil. Je l'arrosais une fois par semaine, je l'ai sorti à la fin de janvier. Mais il ne lui a poussé que des feuilles. Est-ce qu'il faut faire ce procédé à tous les ans? En novembre, je l'ai recoupé et renvoyé dans la cave. Est-ce que cette fois, il va fleurir et pourquoi l'an dernier n'a-t-il pas fleuri? Il est placé dans un pot de terre cuite de 12 pouces de diamètre. J'avais aussi une petite tige dans un pot de plastique et elle n'a pas fleuri. Normalement, combien de fois par semaine faut-il arroser cette plante? Bien, la première chose, je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'il faut arroser votre plante dans une semaine. Il y a un moyen, une technique qu'on utilise assez souvent, c'est qu'on prend un crayon ou quelque chose de dur, un couteau,
on cogne sur le pot, et par le son, si ça sonne un son très clair, comme on dit couramment, ça sonne le vide, c'est signe que votre bouquet n'est pas assez arrosé. Si ça donne un bruit sourd, bien à ce moment-là, votre bouquet est plus arrosé. Il peut en avoir assez. Une autre question, maintenant, vous dites que vous avez rentré votre bouquet, vous l'avez coupé au mois de novembre. Bien, les 4 saisons, il faut vous rappeler ceci, c'est que on doit les rentrer aussitôt que les premiers risques de gelée arrivent. Alors, ce qui veut dire ici dans la région, peut-être début septembre. À ce moment-là, vous le transportez dans un endroit qui est sombre et frais, aux alentours de 45 à 50 degrés. Ça peut vouloir dire dans une cave. Et vous ne coupez pas, pour l'instant, les branches. Vous le laissez là un certain temps, et là, vous allez vous rendre compte que toutes les feuilles vont tomber. Une fois les feuilles tombées, vous rabattez votre plant, autrement dit, vous coupez à quelques pouces du sol. Ordinairement, on coupe aux 2 ou 3 premiers bourgeons à partir du sol. Au début janvier, vous disiez dans votre lettre que vous l'aviez remonté au soleil à la fin janvier. Déjà, ça vous donne 30 jours de retard. Alors, au début janvier, là, vous exposez votre bouquet dans un endroit ensoleillé et la croissance va recommencer à nouveau. Mais ce qui est très important pour les 4 saisons, c'est de lui donner beaucoup de fertilisants. Alors, vous lui donnez un engrais complet, genre 10-10-10, par exemple, assez régulièrement. Il ne faut pas gêner à tous les 15 jours ou 3 semaines. Alors, vous avez placé votre bouquet, donc, début janvier, dans un endroit qui est ensoleillé. Vous lui donnez de la matière pour se nourrir, des fertilisants. En plus de ça, le 4 saisons exige beaucoup d'eau. Étant donné que votre bouquet est planté dans un pot de terre cuite, ce que je vous conseille peut-être, c'est qu'occasionnellement, vous prendrez votre pot de terre cuite, placez-le dans un bassin d'eau, que ce soit une chaudière, une cuve, le bain, peu importe, et il va sortir des bulles d'air par les parois du pot. Et tant et aussi longtemps que les bulles d'air sortiront, ça veut dire que l'eau n'a pas pénétré jusqu'à l'intérieur. Alors vous le laissez là, jusqu'à temps que ces bulles d'air arrêtent. Aussitôt maintenant, votre bouquet, donc, vous l'avez sorti au mois de janvier de la cave, il a poussé, on est rendu là, mai-juin. Aussitôt que les risques de gelée sont passés, vous le transplantez à l'extérieur, en pleine terre. Si vous ne pouvez pas le transplanter en pleine terre, il est fortement conseillé de le mettre dans un bocal ou dans un pot beaucoup plus grand que le premier. Alors, vous le plantez en pleine terre, autant que possible dans un endroit où il y aura une certaine quantité de soleil, même si le 4 saisons peut tolérer une certaine quantité d'eau. Et à ce moment-là, vous le laissez tout simplement dans votre parterre, avec de la fertilisation toujours et beaucoup d'eau, et ça vous donnera un plant qui fleurira sûrement à l'été. Alors, à l'automne, vous l'entrez aux premières gelées. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle que notre adresse est œillet chrysanthème, case postale 130 Normandin. Il nous fera toujours plaisir de vous accueillir, soit par lettre ou même au téléphone si vous avez un renseignement à demander. Alors, nous vous invitons à la semaine prochaine. Au revoir. Nous sommes présentement dans une classe de maternelle. Comme vous savez, il en existe 6 à Normandin. Et aujourd'hui, nous sommes dans celle de Mme Marois. Alors, on va lui poser quelques questions. Mme Marois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va faire des exercices de rythmique, des jeux pour donner certaines acquisitions, comme par exemple l'heure. L'enfant a manifesté de l'intérêt pour l'heure, donc j'ai inventé un jeu qui va lui permettre de faire cette acquisition-là. Et ensuite, bien, le jeu pour montrer aux enfants la direction. On va mettre une chaise, puis un petit canard, puis
Ils vont montrer dessous, dessus, devant, derrière. Et Très après, intéressant. on va faire du modelage, si l'intérêt de l'enfant est encore là. Je vous remercie beaucoup. On va aller voir ça. Tenez bien vos instruments et soyez très, très attentifs au mouvement de la musique, là. Attention, les amis. Madame va voir celui qui suit le mieux la musique. On y va? J'en ai une autre qui veut y aller. Vas-y, Carole, madame, avec le 10. Et on va faire jouer la feuille. Attention, les amis. C'est bien. Là, les plus loin, Carole, ça va voir. Si on joue de là, où se trouve toujours la grande aiguille? Tu sais, Gérald, tu vas la placer. Si on joue de là, la grande aiguille est toujours à 12. Maintenant, tu pourrais mettre... Est-ce que tu pourrais mettre l'aiguille à 8 heures? Est-ce que ça va être à 8 heures? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut l'appeler autrement que midi, les amis? Oui, minuit. Minuit, oui. Quand est-ce que c'est ce minuit? C'est ce soir. C'est le soir? Est-ce que tu dors, Amélie? Oui. Tu dors, c'est la nuit. Tu es couché sur ton lit, tu fais des beaux rêves, des fois. Maintenant, regardez, là, est-ce que j'aurais un élève qui serait capable de mettre l'aiguille? Quand on part pour l'école, tu es arrivé à cette heure-là. Tu sais, Pierre, vas-y. Je pense que c'est à 9h juste, mais... À 9h, c'est bien, c'est très bien. On applaudit Pierre, les amis, qui a réussi. Applaudissez bien fort, vite. Applaudissez bien fort. Maintenant, Lynn, est-ce que tu pourrais mettre l'aiguille à midi, Lynn? Essaie, vas-y. C'est pas ça, bien, va lui aider. Va lui montrer comment on la met. Bon, c'est bien. C'est bien d'aider son petit ami. Bien, bien. Maintenant, est-ce qu'il y en aurait une qui pourrait mettre l'aiguille à 7 heures? Oui.
Tu sais, Carole, vas-y, va. On va laisser le tour à Carole, elle n'est pas allée encore. Elle a 7 ans. 7 ans. Est-ce que tu sais où elle est? Hein? Là, c'est à 7 heures. C'est pas. Bien, on le laisse chercher un peu. Quand il ne le trouve pas, bien là, après ça, on lui aide. Bon, maintenant, Guy, tu vas te mettre en dehors un petit peu du carré, là, et avec Guy Dion. Guy Dion, toi, tu vas aller me la poser à 5 heures. 5 heures. Plus fort, parce qu'il n'y aura pas de... C'est ça. Est-ce qu'on l'applaudit? Annie, à 8 heures. Est-ce que tu veux la mettre à 8 heures, l'horloge? Manon, Gilbert? Pierre, tu veux y aller, vas-y. 4 heures, là. Oh, à l'heure des dessins animés. À quelle heure que c'est, ça, les dessins animés? À 4 heures. À 4 heures. Alors, va placer les poulets. Laisse faire Marc, Thérèse. C'est son tour. Là, c'est lui à 4 heures. À 4. Regarde bien, regarde. Tout le tour de ton horloge. Tout le tour du cadran. Regarde bien. Thérèse, viens t'asseoir. Place-toi à Michel là-bas. Va te placer par Michel pour voir tout le tour. Bon, il l'a trouvé. On l'applaudit, les amis. Bon, c'est tout, les amis. Maintenant, Michel, veux-tu, tu vas recueillir les chiffres, Thérèse, les aiguilles. Restez là, les amis, on va inventer une autre jeu. Vous aimez ça, jouer? On va jouer avec le petit canard. Maintenant, allez, boulanger, tu vas aller près de la chaise, tu vas prendre le petit canard dans tes mains, tu vas mettre le canard en dessous de la chaise. On va voir si tu sais une direction en arrière de la chaise. Là. À côté. En avant. Dessus. On l'applaudit. Annie, viens, Annie. Annie, tu vas mettre le petit canard, tu vas en arrière de la chaise. En dessous. Voulez-vous, vous allez lui dire où le mettre, vous autres? Dites-lui où est-ce que... À côté. En avant. Bon, la côté, là, ici. Ligne côté. En arrière. Dessus. Dessus la chaise. Regardez, les amis, voulez-vous, vous allez rester à vos places, là. Ne lui aidez pas. On va seulement lui dire lorsqu'elle s'est trompée. C'est plus gentil. Michel, tu vas le poser, toi, En dessous. en arrière. Et en avant. C'est bien, on l'applaudit. Regarde les amis. Je suis en place. Maintenant, est-ce qu'on va lui montrer ça? On va lui Regardez les amis, vous êtes bien installés maintenant. Là, vous allez... Madame Marois, pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce que les élèves, quel genre de travail les élèves ont fait aujourd'hui, un peu? Bien, ils ont fait la rythmique qu'on appelle, c'est un exercice de libération pour l'enfant. Puis en même temps, disons que c'est une discipline, parce que de libération d'abord, parce que l'enfant extériorise ce qu'il ressent. C'est très important pour un enfant qu'il soit capable de s'exprimer. C'est surtout dans le but de faire exprimer l'enfant. Si vous avez vu, je leur ai demandé de faire des gestes libres au son de la musique. C'est surtout un moyen d'expression, quoi. Et de discipline aussi, parce que ça habitue l'enfant à écouter, puis à se concentrer, parce que pour être capable de reproduire avec des gestes,
les mesures de temps en musique, bien, ça prend une certaine concentration. Et ensuite, tout ça ici, comment appelez-vous ça? Ça, on appelle ça le modelage. Ça, c'est un exercice qui développe beaucoup la dextérité des doigts, la dextérité manuelle. Ça prépare à l'écriture, quoi. Puis, ça habitue l'enfant aussi à devenir très agile. C'est aussi un moyen de création pour l'enfant, de s'exprimer encore, parce que c'est toujours l'aspect création, créativité chez l'enfant. Un moyen de s'épanouir, quoi, de se découvrir, puis lui-même, quoi. On peut faire tout ça à la maternelle. Oui, puis, comme vous voyez, c'est de la créativité, on n'intervient pas. Nous autres, on est seulement un guide discret. Si on arrive seulement pour aider l'enfant, seulement quand il y a une difficulté technique, et on l'encourage beaucoup, on le valorise, on valorise beaucoup l'enfant. Alors, Madame Marois, je vous remercie beaucoup et puis je vous félicite pour le beau travail qui se fait ici. Merci. L'équipe technique, l'éclairage, Denis Harvey, son, Hélène Barry, caméra, Laval Dallaire, réalisateur Michel Savignac, animatrice Viviane Savard. La Société Saint-Jean-Baptiste était, à venir jusqu'à assez récemment, comme chacun le sait, le regroupement des Canadiens français au niveau national. Depuis 2 ans environ, la SSJB a changé ses initiales et son nom, par conséquent, et c'est devenu la SNQ, la Société nationale des Québécois. Cette Société nationale des Québécois est fort active partout au pays du Québec, particulièrement dans le nord du lac Saint-Jean. Ces activités, ces moyens d'action, la façon dont c'est regroupé, eh bien, c'est un peu le sujet dont on va parler maintenant. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter un certain nombre de gens qui sont très actifs dans le secteur normandin au sein de la SNQ, ainsi que le vice-président régional. Alors, en commençant par Madame, ici, Madame Méridée Lavoie, Madame Gérard Bilodeau de Saint-Edmond. Ensuite, Monsieur Gérard Claveau, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vice-président régional de la Société nationale des Québécois. Monsieur Claveau est de Chicoutimi. Ensuite, Madame Méridée Lavoie, qui est de Girardville. Madame Tancred Marcil, qui est d'Albanel. Je pense, ensuite, c'est Madame Onésime Cahouette de Girardville. Monsieur Lucien Saint-Pierre, je pense, qui lui est d'Albanel. Et enfin, toujours d'Albanel, Madame, comment déjà? Jean-Marie Harvey. Ah, vous êtes de Normandin, je m'excuse. Madame Jean-Marie Harvey de Normandin. La première question, j'ai envie de la poser à Monsieur Claveau. Comment se fait-il que la Société Saint-Jean-Baptiste, qui était connue depuis je ne sais pas combien de décennies, Depuis 1834. Depuis 1834, a tout à coup décidé de changer de nom. Et pour quelle raison? Ça s'inscrit, je pense bien, dans l'ensemble du processus et du devenir national. Je pense bien que le peuple québécois comme tel a de plus en plus à articuler son nationalisme. Et dans ce sens-là, il s'est avéré qu'au niveau de certaines régions et au niveau de certains membres, la nécessité de s'identifier davantage. Or, la Société Saint-Jean-Baptiste était davantage une société à la fois confessionnelle et à la fois à caractère linguistique. Et dans ce sens-là, pour certains, ça ne correspondait plus au devenir de l'ensemble de la société. Alors, notre société s'identifiant au Québec majoritairement, c'est la raison principale pour laquelle on a cru bon, ici ou loin dans la région, de changer notre nom de Société Saint-Jean-Baptiste en Société nationale. Parce que, si je comprends bien votre explication, c'est pas comme ça que ça se passe partout au Québec. Non, parce qu'il y a environ 4 régions où la société comme telle a changé son nom, alors que les autres ont conservé leur nom de Société Saint-Jean-Baptiste, voire peut-être lors de leur prochain congrès annuel, qui verront peut-être à changer leur nom. Et nous l'espérons. Est-ce que c'est pour vous un signe de progressisme, de progrès? Nous pensons que le fait déjà que le nationalisme débouche sur une identité précise, c'est déjà, je pense, un progrès énorme sur ce qui existe auparavant. Madame Lavoie, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que c'est que la Société nationale des Québécois pour vous, particulièrement ici dans le nord du lac Saint-Jean? Comment vous définiriez ça exactement? À quoi ça sert? Bon, je dirais la même chose que M. Claveau.
exactement la même chose pour M. Carrette. Et puis, si j'ai bien compris, il y avait, à venir jusqu'à récemment, 72 locaux au Québec, hein, je comprends bien, Non, qui ont été Saguenay-Lac-Saint-Jean. ici, qui ont été regroupés en unités. Oui, En combien d'unités? En 13 unités. Quel était le but de ça? Est-ce que c'est les mêmes raisons que le regroupement municipal, par exemple, pour plus d'efficacité? Bon, je pense, oui, que ça va donner plus de services aux gens. Ça nous permet de rencontrer plus les gens. Prenez ici, dans le secteur, il y avait seulement que 3 comités locaux. Les autres, disons, étaient desservis par 2 autres paroisses. Mais présentement, depuis qu'on est regroupés, on a visité chacune des paroisses. On a rencontré les gens, on a eu des assemblées bien intéressantes. Et les gens sont satisfaits. Ils pensent qu'ils auront un meilleur service en étant regroupés. Et votre regroupement à l'intérieur d'une unité, ça regroupe quoi exactement? Bien, ça regroupe les 5 paroisses de notre secteur, Qui sont? qui sont Saint-Edmond, Saint-Thomas, Girardville, Albanel et Normandin, D'accord. à laquelle nous avons des directeurs dans chacune des paroisses. On a formé un conseil d'administration. Et cette unité-là, est-ce qu'elle a un nom en particulier ou ça s'appelle comment? Oui, elle s'appelle l'unité du Haut-du-Lac. Ah, bon. Je me demanderais maintenant, Mme Cahouette, ça regroupe combien de personnes, ça? Ça regroupe, au début, depuis 1969, on était 684 membres. Vous avez dit 684. Ah bon. Maintenant, dans le moment, on ne peut pas dire au juste. Dans le moment où on est au regroupement, il y a nous les cartes, là. Fait que là, on ne peut pas dire au juste comment c'est qu'on va être. Mais sûrement qu'on n'est pas en nombreux qu'on était sûr. Ah, vous êtes moins nombreux que vous étiez? On n'est pas moins nombreux. Pas moins nombreux. Non. Peut-être plus, mais c'est difficile à dire. Là, c'est difficile à dire, on ne peut pas. Donc, on va faire oui, c'est ça. Mais comment les membres de la Société nationale des Québécois sont-ils recrutés? C'est-à-dire que si moi je voulais en devenir membre, là, ça serait quoi qui m'attirerait? Ou ça serait qui? Mais en disant, c'est en leur donnant les meilleures explications possibles sur l'assurance. Il y en a qui vont être intéressés par l'assurance elle-même. D'autres, c'est le prêt. Il y a toutes sortes de raisons. Mais là, on n'est pas seulement comme une chose là-dedans. Est-ce qu'il y a des représentants actifs dans chaque paroisse? Des représentants actifs. Oui. Ben, on a organisé d'abord des recruteurs dans chacune des paroisses. Il y a aussi des personnes qui font la conservation des membres. Et je demeure toujours disponible aux personnes. J'ai souvent des téléphones. J'essaie de renseigner les gens autant que possible. Sur ce qui est en général pour les gens ici, c'est surtout l'assurance qui compte. Et M. Saint-Pierre, qui ne parle pas beaucoup, là, j'aimerais bien lui demander, en parlant fort, je pense que c'est très important, comment ça s'exprime les contacts entre la Société nationale des Québécois, c'est-à-dire son organisation, et les membres? Comment ça se fait, les contacts? Contact par assemblée. Les assemblées générales qu'on fait avec les paroisses. Les assemblées sont assez nombreuses. On est en assemblée qu'on peut. Et les services, qu'est-ce que c'est? On essaie de rencontrer nos membres pour regarder ceux-là qui sont membres, pour pas qu'ils se laissent tomber. Ensuite, on leur explique l'assurance, il y a un plan familial, il y a le plan option à vie. Puis après ça, à présent, on peut avoir d'autres indemnités, il faut les renseigner. Fait que ça on attire des membres avec ça. Mais vous semblez, ça fait des Québécois, est peut-être pas connu de tous les Québécois. Mais elle l'est indirectement par le truchement de ce qu'on appelle le prêt d'honneur, que tout le monde connaît, parce que à peu près tout le monde au Québec a été sollicité un jour ou l'autre, ou une année ou l'autre, par le prêt d'honneur. Donc c'est une activité très connue. En quoi ça consiste exactement et quel rôle ça joue à l'intérieur de la SNQ? Remarquez, c'est une activité assez importante. La preuve en est, c'est que tous les ans, nous avons eu notre campagne annuelle, et ça, dans la région depuis 1959, nous avons ramassé au-delà d'1/4 de million, grâce à la générosité de la population, et ça a permis à un certain nombre d'étudiants, au-delà de 800, d'accéder surtout à des études universitaires. Nous avons dans la région des gens qui sont de revenus modestes, mais qui sont souvent très forts au point de vue, au niveau de la puissance intellectuelle, et malheureusement, en raison du fait qu'ils étaient financièrement très limités, grâce à ces prêts, ils ont pu accéder au savoir. Hein. Et je pense que c'était fondamental pour notre société de faire éclore tous ces génies qui, d'ici peu, nous verrons dans tous les secteurs d'activité, les voir pointer. Et
je pense qu'il faut la souligner que ces campagnes ont été très utiles pour notre société, aussi bien pour notre société que pour la population générale. Depuis 1960, le monde de l'éducation a énormément évolué et il y a certaines tendances qui nous permettent de croire qu'éventuellement on se dirige peut-être vers une gratuité totale par rapport à l'accessibilité à la connaissance et au savoir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que d'ici à ce que ça se produise, que le prêt d'honneur joue un rôle supplétif? Vous avez bien raison. Et c'est dans ce sens-là qu'en 67, nous avons créé une commission d'enquête pour tout remettre en question nos campagnes du prêt d'honneur. De sorte que, d'ici peu, nous pensons pouvoir peut-être favoriser davantage la recherche en particulier, où actuellement nous constatons que le Québec est très faible au niveau des crédits comme au niveau des chercheurs. Et je pense qu'un apport comme $250 million, aussi bien au niveau de notre région que Montréal, le Rimouski, pourrait être intéressant pour l'INRS, entre autres. Qui est l'Institut national de la recherche scientifique. Alors vous pourriez croire à la rigueur, pourquoi pas. Que le prêt d'honneur se recycle lui-même pour servir à une fin qui est semblable, mais... Il faut bien accepter de se remettre en question nous-mêmes, pourquoi pas. Et vous semblez, ça fait 2 fois que je l'entends, mettre un certain accent sur une assurance. Ça, c'est un service bien matériel, bien physique. Est-ce que c'est primordial, ça, dans vos activités, ou s'il y a... C'est primordial, parce qu'il y a une assurance à vie qu'on peut prendre, soit on peut assurer, mettons que les parents sont assurés de 40 ans, si vous voulez. Si on a des enfants, ils prennent les enfants pour la familiale, pour un taux minimum, si vous voulez. Fait que c'est intéressant à donner des explications dessus. Et dans les autres secteurs, monsieur, est-ce que c'est les mêmes genres d'activités qui se passent ou s'il y a des différences entre les groupes, entre les secteurs? Il faut bien remarquer que la plupart de ceux qui sont membres, en général, font partie du service d'entraide, que nous appelons communément une sorte d'assurance, mais à toute fin pratique, ce n'est pas vraiment une assurance. Or, c'est un service accordé par notre société. Est-ce qu'on peut dire, ici au niveau de notre région, nous sommes environ 8000 membres, et ce sont tous des gens qui sont identifiés à l'esprit même qui anime le mouvement? Je pense qu'il serait faux de prétendre ça. Pour être juste, je pense que la plupart de ceux qui y sont entrés, ils sont rentrés pour une multitude de raisons. Alors, que ce soit pour le service d'entraide, pour le prêt d'honneur ou autrement. Mais petit à petit, au fur et à mesure ils prennent contact avec la base, lors des réunions, des assemblées, alors on peut faire passer des messages et ils prennent conscience des problèmes qui nous assaillent, sur le plan linguistique, sur le plan professionnel, sur le plan du devenir national. Et c'est à ce moment-là, je pense que nous croyons que c'est vraiment une société qui colle à une certaine réalité québécoise. Oui. Justement, à ce propos-là, ce qui me frappe, c'est que je pense que c'est un secret de polichinelle, mais le Québec est en pleine effervescence, en pleine évolution, en plein devenir. Dans quelle mesure la Société nationale des Québécois épouse devenir... Je pense que si vous me permettez, je peux peut-être y répondre. Bon, sur ce plan-là, je pense que aussi bien au niveau de l'ensemble de la Fédération des Saint-Jean-Baptistes du Québec, au niveau de notre région, nous avons pris des positions assez fermes. Au niveau de la région, ça fait déjà 2 ans, nous avons opté pour la souveraineté totale pour le Québec. Nous pensons que le devenir du Québec ne peut se faire sans les pleins pouvoirs. Et bien certain, jusqu'au temps qu'il y aura un partage au niveau de la fiscalité et au niveau à tous les points de vue, nous sommes, à notre avis, remarquez que c'est limité à 8000 personnes, mais je pense que ces 8000 membres dans son ensemble, si on peut dire que nous sommes représentatifs des 8000, c'est que le devenir de la nation ne peut se faire que lorsque nous posséderons tous les pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, nous pouvons la réaliser grâce à un parti ou soit par une constituante. Remarquez que là-dessus, déjà, notre société s'est déjà prononcée. Oui, et par le truchement des États généraux, déjà. Oui, nous avons même mis sur pied, en 62, la première réunion s'est faite dans la région, à Jonquière. La résolution est partie de notre région, et c'est de là qu'émanent les États généraux comme tels. Alors, vous avez l'impression que le lac Saint-Jean a été une sorte de... pinière. Oui. Pensons. L'avenir du secteur, Mme Lavoie, est-ce que vous le voyez d'une façon optimiste? M. Claveau a l'air très optimiste, lui, par rapport à l'avenir de l'ensemble. Vous le voyez-vous avec optimisme? Ah oui, moi aussi. Oui. Ah oui. Quels sont vos objectifs, là, disons, pour cette année qui vient de commencer, là? Bon, je vous dirais bien. Moi, je suis pas capable de définir. J'ai pas la parole facile comme M. Claveau, puis je suis pas capable de vous expliquer ce que je ressens. Mais tout de même, je partage ses idées.
Oui, mais est-ce que vous êtes donné ici, dans le secteur de Normandin, des objectifs précis? Comme par exemple, je ne sais pas, moi, recruter plus de membres ou... Ah, sûrement. C'est pour ça que nous avons formé une équipe de recruteurs. Puis qu'on essaye autant que possible de faire des réunions à laquelle on invite des personnes qui sont qualifiées pour renseigner les gens. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on veut se mettre en contact avec vous? Seulement qu'à m'appeler, je suis toujours disponible. Oui. Ça me fait plaisir. Votre nom est dans le bulletin de téléphone? Hey. Votre nom est dans le bulletin de téléphone? Ah oui. C'est quoi votre numéro de téléphone? 258-3281. Bon, le commercial est passé. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup, les collaborateurs du secteur normandin, ainsi que M. Claveau, qui est venu de loin un petit peu, mais pas tellement loin, je suis timide quand même, pour venir nous renseigner. Alors, bonne chance à la Société nationale des Québécois et bonne chance aux Québécois. Merci.